Impact, c'est le podcast qui met à l'honneur les travaux de chercheuses et chercheurs du laboratoire de sciences sociales Pacte à Grenoble. Bonjour et bienvenue à l'écoute d'Impact, le podcast du laboratoire Pacte à Grenoble. Dans cette 4e saison, nous allons décortiquer ensemble les sciences participatives. Quels en sont les cadres, les expériences à des niveaux locaux ou internationaux. Dans cet épisode, on se demande quelles doivent être les modalités de la recherche quand elle est portée avec les citoyens. Bonne écoute, et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous sur votre plateforme de podcast préférée. Aujourd'hui, nous avons avec nous Sarah Mekjian, enseignante-chercheuse à Pacte dans l'équipe environnement. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, vous travaillez sur les politiques migratoires et les conditions de la recherche en sciences sociales, ce que vous appelez l'épistémologie des SHS. Pour commencer cet épisode, je vous propose en fait de nous faire une petite rétrospective de votre parcours afin de nous retracer un petit peu l'évolution de votre recherche et de votre façon de la mener. Merci beaucoup de me recevoir dans ce podcast. Et donc, je me permets effectivement de revenir un peu sur un parcours qui finalement est très classique en géographie, où j'ai fait donc une thèse de géographie qui portait sur des questions de migration internationale. Et puis, j'ai commencé à travailler, une fois que je suis arrivée à Grenoble en tant qu'enseignante-chercheur, à travailler sur ces questions de migration, de politique migratoire, d'exil, de demande d'asile, qui est effectivement un ensemble de questions qui regardent la géographie, et pas seulement, et qui sont des questions politiques, et qui, depuis un certain nombre d'années, me font travailler à comprendre les raisons, les conditions de ces migrations internationales. Et puis, j'ai travaillé, quand je suis arrivée à Grenoble, à un certain nombre de questionnements qui a d'abord porté sur la cartographie, puisque je suis, en plus d'être chercheure enseignante, comme la plupart de mes collègues, et que j'utilisais des cartes, notamment pour enseigner auprès d'étudiantes et étudiants en histoire, en géographie, en philosophie, les questions migratoires, et qu'un certain nombre de cartes me posaient question, notamment sur l'usage des flèches, qui me semblaient être à la fois des outils intéressants mais très réducteurs. Et donc, je me suis intéressée très rapidement à ce que pourraient être des cartographies migratoires qui donneraient à comprendre, à lire toute la difficulté des parcours. Et petit à petit, en m'intéressant à cette question de la représentation cartographique, je me suis intéressée à qui produisait les cartes et comment elles étaient produites. Et petit à petit, c'est là où, et je n'appelais pas ça à l'époque comme ça, mais finalement, je me suis intéressée à ce que pouvaient être des cartographies à plusieurs, qui seraient dessinées à la fois par des géographes, mais aussi par celles et ceux qui font les voyages migratoires. Ça pourrait ressembler à la question de la participation, c'est-à-dire qu'est-ce que ça serait dessiner des cartes avec celles et ceux qui sont concernés par ces cartes ou qui, effectivement, sont censés être représentés par ces cartes. C'est ce qu'on appelle de la cartographie du sensible, finalement. Oui, et effectivement, en ouvrant l'octorialité des cartes, pas simplement aux géographes, c'était aussi ouvrir d'autres manières de représenter et d'autres objets de représentation, notamment, effectivement, à déplier ces flèches aux conditions sensibles, d'émotions, de souvenirs, de mémoire trouée, d'inconscient, et tout un tas d'éléments à la fois plus singuliers, plus subjectifs, plus incarnés. Et donc, effectivement, ces questions de représentation m'ont beaucoup intéressée. Et puis, en travaillant à ces cartes, qui ont été coproduites, à la fois par le laboratoire, mais aussi par des artistes, à plusieurs, et avec Marie Moreau, qui est artiste, on a été confrontés à des questions rapidement juridiques, auxquelles je ne m'attendais pas du tout, et qui, petit à petit, m'ont amené à déplacer un peu les questions que je me posais autour, beaucoup plus concrètement, des conditions de possibilité des études migratoires, de leurs conditions juridiques, de leurs conditions économiques et de leurs conditions épistémologiques. Et notamment, une des questions qui s'est posée, c'était de savoir qui signait ces cartes, qui étaient reconnus comme leurs auteurs. Et notamment, ces cartes ont été accueillies par un musée, le Centre d'histoire de la résistance et de la déportation à Lyon, en 2016, et il a été question de cartels dans ce musée et quel nom allait apparaître autour de ce projet à la fois de recherche mais aussi de création artistique, de cartographie,
qui allait être nommé cartographe. Est-ce que c'était seuls les géographes? Est-ce que c'était seuls les artistes? Est-ce que c'était toutes les personnes qui avaient participé qui n'étaient ni géographes ni artistes, mais sans lesquels aucune carte n'aurait été possible et qui avaient des métiers très différents, qui étaient pour certains en demande d'asile ou en demande de séjour. Et à partir de là a émergé une question qui était la question des droits d'auteur. C'est-à-dire, quand on travaille à plusieurs autour d'une recherche, d'une création, d'une recherche-création, qui jouit des droits d'auteur? Qui est reconnu comme auteur? Est-ce que la notion de co-auctorialité a un sens juridique, mais pas seulement, a un sens aussi en termes pratiques et de reconnaissance de la contribution de chacune et chacun? Et petit à petit, je me suis intéressée avec Marie Moreau et d'autres à cette question de l'auctorialité en art et en sciences sociales et humaines. Et petit à petit, en m'intéressant à ces conditions de possibilité des études migratoires, eh bien, c'est tout un champ plus réflexif qui s'est ouvert à moi. Pour que les auditeurs et auditrices se rendent bien compte, est-ce que c'est difficile, 1, d'arriver à cibler qui a fait une carte, 2, de faire valoir le droit d'un ou de plusieurs auteurs sur ce type de document? Alors, il se fait que, en tout cas, je vais partir de mon statut, qui est un statut de fonctionnaire, enseignante-chercheur à l'université ici en France, à Grenoble. J'ai été habituée à finalement être en autorité dans les projets de recherche. C'est-à-dire que l'autorité qui va avec la notion d'octorialité était finalement du côté des chercheuses et chercheurs. La responsabilité était du côté des chercheuses et des chercheurs et la signature était aussi de ce côté-là. Et où il y a une forme d'exclusivité dans une division du travail qui est une division du travail qu'on a longtemps appelée en fait chercheur-enquêteur ou chercheuse-enquêtrice et puis les enquêtés. Et finalement, les droits des enquêtés, que l'on appelle aujourd'hui participants, eh bien ces droits ont longtemps été soit pas abordés, soit abordés comme allant de soi, c'est-à-dire subordonnés aux droits de celles et ceux qui étaient considérés comme les auteurs principaux ou les autrices principales, c'est-à-dire les chercheurs. Moi, je me suis mis à travailler avec des artistes, avec des personnes aussi qui n'étaient ni artistes ni chercheurs, mais coiffeurs, livreurs Deliveroo, plongeurs dans un restaurant, et où nous avions tous en commun des questions sur les conditions migratoires, sur la cartographie, et où nous avions tous des intérêts à collaborer ensemble, à travailler ensemble. La question, c'est effectivement quand on a des statuts différents, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble? Et cette notion de science participative ou de participation est un début de questionnement et qui est censé remplacer la division enquêtrice-enquêtée par participante-chercheur ou participant, mais qui pour moi, finalement, a l'avantage d'ouvrir le problème, mais en tout cas, qui ne vient pas répondre à tout, et moi-même, je ne réponds à rien, mais disons que c'est un nouveau vocabulaire qui commence à être ancien, mais qui, pour moi, continue à poser de nouvelles questions, qui pose et des anciennes questions sur finalement qui fait la recherche et qui en tire de la valeur. Voilà. Et cette transformation du vocabulaire, vous nous dites que maintenant on est passé d'enquêté à participant. Est-ce que, dans un premier temps, est-ce que ce changement d'expression est généralisé à la recherche en SHS en général, ou est-ce que c'est uniquement une caractéristique de la recherche participative? Et est-ce que c'est quelque chose qui est aussi récent que ça en a l'air, ou est-ce que ça a évolué depuis peut-être une décennie ou un peu plus? Comment est-ce qu'on en est arrivé à cette transformation en fait? Les recherches participatives ou la notion de sciences sociales participatives, effectivement, ces expressions ne sont pas récentes. Je ne peux pas donner une date précise d'émergence. Peut-être que mes collègues dans les autres épisodes ont été plus précis que moi à ce sujet, mais je dirais peut-être 15-20 ans. Et je dirais que ces expressions viennent surtout d'un malaise, qui est un malaise important, épistémologique, éthique, politique, déontologique dans les sciences humaines et sociales, qui est lié aussi à la question d'une forme de décolonisation des savoirs. C'est-à-dire, le rapport enquêtrice-enquêté a pu être, ou peut encore être, des formes extractivistes, des formes de prédation, des formes d'invisibilisation des enquêtés,
et que, à partir de malaises, de formes d'exploitation reconduites par la recherche, il a été question de ne plus travailler sur des populations. Et le terme de population, je le choisis au sens d'une biopolitique où les sciences sociales ont construit des formes de population en lien avec aussi les États. Les sciences sociales et les sciences humaines ont servi aussi des programmes étatiques, nationaux, de fabrication de population comme objet de recherche, mais aussi comme outil de contrôle. Et à un moment, des courants critiques se sont mis à réfléchir à la fois aux implications coloniales des sciences humaines et sociales, leurs implications taxinomiques, biopolitiques, et ont donc proposé le fait de ne plus travailler sur et d'être conscient des rapports de complicité avec des politiques en fait de contrôle, et de travailler non pas sur, mais avec ou auprès, et non plus aussi en tant que porte-parole, mais vraiment de respecter un certain nombre de relations moins asymétriques. Et donc, cette notion de participation, elle émerge pas du tout qu'en recherche, elle émerge aussi dans le champ politique de ce qu'on a appelé la démocratie participative, qui est une mise en crise de la représentation par des élus, par des personnes nommées, représentation par les chercheurs, représentation par des autorités, avec une part qui est censée être une part, la notion de participation, partager l'autorité, partager l'octorialité à plusieurs. Voilà. Simplement, cette question maintenant de recherche participative ou de démocratie participative, et là il y a énormément de recherches, y compris en sciences politiques, sur la démocratie participative, qui prouvent bien qu'il ne suffit pas de décréter la participation pour que des questions d'égalité soient vérifiées, pour que des questions d'asymétrie disparaissent. Et je peux dire, depuis des expériences que j'ai menées, notamment cette expérience de cartographie, mais d'autres, que effectivement, je suis plutôt aujourd'hui, moi, méfiante de ce qui pourrait paraître comme un mot d'ordre, la participation, et qui, dans les pratiques concrètes, soit ne fonctionne pas, soit vient recouvrir des asymétries qui sont encore extrêmement présentes, à la fois dans le champ démocratique, de la politique, et puis dans le champ de la production de connaissances, dans la recherche, dans les politiques universitaires. C'est intéressant parce que ça met en valeur une spécificité des sciences humaines et sociales en quelque sorte, puisque si on fait le parallèle avec ce qui peut se passer dans des disciplines plus sciences naturelles, physique, etc., c'est vrai qu'un physicien va pas se demander si les particules qu'il étudie ont des droits en fait par rapport aux résultats et aux bénéfices qu'il va tirer de cette étude, là où en fait sur une étude qui est faite sur des êtres humains en fait finalement, c'est complètement logique qu'on en vienne à se poser la question de mais en fait ils ont répondu à des questions que je leur ai posées, mais ça suffit pas en fait à faire que moi, en tant que chercheur, je puisse m'attribuer tous les lauriers de ce travail, puisque c'est quelque chose qui s'est fait en échange. C'est effectivement extrêmement intéressant, et moi j'allais même aller plus loin, c'est que le concept de démocratie participative, ça a fait aussi appel à la démocratisation culturelle avec la déclaration de Fribourg de 2008 qui dit que chacun peut exprimer sa propre culture. Donc là, on a un sujet ou un objet de recherche. Quand vous parlez de problématiques migratoires, de co-octorialité sur ces cartes universitaires, ça me fait penser, moi, que vous êtes aussi l'objet de ces recherches. Comment est-ce qu'on fait exactement pour arriver à trouver les bonnes relations quand on est objet de recherche et finalement observateur, analysant de cet objet ? Ça, c'est des questions aussi très importantes, j'allais dire aussi philosophiques, et en philosophie des sciences, qui est la question qu'a posée Kant, qui sont les conditions de possibilité de la connaissance. Et on pourrait se dire que dans les sciences humaines et sociales, et là j'en viens à des chapitres qui m'ont profondément bouleversée, qui sont les derniers chapitres des mots et des choses de Foucault, sur qu'est-ce que c'est que cet objet qui est l'homme des sciences humaines. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est ce que vous disiez dans vos deux questions respectives. Qu'est-ce que ça veut dire étudier l'homme comme objet de recherche ? Et ce que note Kant, mais ce que note Foucault, bien sûr, des siècles après, c'est que l'homme est à la fois objet et sujet de la connaissance. Et le ou la chercheur est à la fois celle et celui qui initie un certain nombre de questions, mais qui est un semblable de celles et ceux qui ne sont pas chercheurs avec lesquels il travaille. C'est-à-dire que les personnes avec lesquelles je me pose des questions sur les conditions migratoires, etc.,
en fait, nous sommes semblables. Nous sommes semblables en tant que personnes qui nous posons des questions. Et on part d'une égalité d'intelligence qui est déjà là. Et par contre, on est pris aussi dans une division du travail, dans une division de statut, qui fait qu'on est pris dans des asymétries extrêmement importantes et que donc se poser la question des relations, elle est fondamentale. Et des relations en termes de reconnaissance, en termes de statut juridique, en termes d'économie, en termes, puisque dans le capitalisme cognitif, la notion de valeur est centrale. Les sciences humaines, mais comme toutes les sciences et les universités, produisent de la valeur intellectuelle. Dans la division du travail intellectuel, non intellectuel, qui bénéficie de cette valeur? Et vous comprendrez que, en m'intéressant aux questions migratoires, il est absolument obscène, quelque part, et je vais le dire d'une manière un petit peu directe, finalement de me rendre compte que je fabrique ma carrière en travaillant avec des gens qui, eux, n'ont aucun droit et où je renouvelle les conditions de possibilité de mon salaire en ne le partageant jamais avec des gens sans lesquels, pourtant, je n'aurais rien à dire et qui, eux, n'ont aucun revenu, aucun droit sur le territoire. Et pourtant, sans lesquels, un certain nombre, non seulement d'idées, mais d'éléments de discours n'émergeraient jamais. Donc, cette asymétrie, elle est très importante. Et quand on est à la fois objet et sujet de la connaissance, ça pose des questions épistémologiques très profondes pour réfléchir à la fois sur la notion de réflexivité, sur la notion de droit, de symétrie, d'asymétrie, etc. Et donc, effectivement, ça pose des questions très difficiles peut-être non pas à résoudre, mais à prendre en compte. Et je dirais que de plus en plus, même en physique, la question des non-humains, des microbes, des organismes végétaux, etc., on se pose de plus en plus la question qu'il y a aussi une responsabilité vis-à-vis d'organismes non-humains et qu'on ne peut pas tout faire. Voilà. Donc, ces questions sont très importantes et me mettent souvent en grande difficulté. Et justement, c'est hyper intéressant parce que vous êtes aussi en train, je pense qu'on peut le dire, d'écrire votre HDR, votre habilitation à diriger des recherches. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une fois que vous l'avez, que vous la passez, vous avez le droit d'encadrer des thèses. Donc, la dernière partie en fait de doctorat, donc c'est la fin des études pour les gens. Là, vous aurez vraiment terminé vos études. Donc, vous devez raconter ce que vous avez fait en recherche pendant ces 13 dernières années, mais aussi fabriquer une nouvelle recherche, fabriquer un nouveau discours. Donc, cette recherche, elle se fait sur la coctorialité et justement sur les cadres juridiques qui en découlent. Quelle est la méthodologie que vous avez mis en place pour arriver justement à passer au-dessus de ce côté que vous aviez donné un peu d'obscène juste avant, pour arriver à continuer à faire votre travail, parce qu'on en vient aussi à cette question-là. En fait, quand je dis obscène, ça en fait une question morale. Or, ça n'est pas qu'une question morale. Je reviens aux mots et aux choses de Foucault. Sur Foucault, dans ses derniers chapitres, appelle à la mort de l'homme comme objet et sujet de la connaissance. Et aussi, ça va être tout le travail de Foucault, d'être très critique de la complicité des sciences humaines avec la biopolitique, avec le contrôle. Et vous imaginez qu'en travaillant sur les questions de migration, la question de la complicité avec un système étatique particulièrement xénophobe depuis des années, se pose. Et puis, d'un point de vue plus philosophique aussi, que signifie ériger comme ça l'homme, comme si on pouvait en dire une vérité transparente, arriver à voir clair dans ce qui est finalement extrêmement difficile précisément à objectiver. Toutes ces questions se posent et me troublent profondément dans l'exercice même de mon métier. Et en tout cas, quand je disais obscène, ces questions ne sont pas que morales. Encore une fois, elles sont philosophiques, elles sont politiques, juridiques. Et par ailleurs, je ne crois pas arriver à les dépasser du tout. Mais j'essaye comme beaucoup d'autres de mes collègues, comme beaucoup
d'étudiantes et étudiants, comme beaucoup d'autres personnes par ailleurs qui ne travaillent pas du tout non plus à l'université, eh bien, à me poser ces questions qui est comment agir, quoi faire dans un monde, par exemple, où les questions de frontiérisation sont si difficiles, etc. Donc, bon, l'écriture de cet HDR, je voudrais juste dire un point, c'est qu'il me tient à cœur de l'écrire parce que aussi, il y a une question là qui a l'air d'avoir rien à voir, mais qui est importante, qui est que il y a à peu près 50% de femmes maîtresses de conférences, 50% d'hommes. Et puis après, les professeurs, il y a beaucoup moins de femmes. Et donc, déjà, pour cette raison, il me semble important d'écrire cet HDR. Et puis, j'ai envie d'écrire cet HDR pour l'adresser à l'institution universitaire, aux étudiantes et aux étudiants, à mes collègues, dont je sais que, évidemment, beaucoup se posent les mêmes questions que moi, qui va peut-être se poser la question, effectivement, de que veut dire et à quelles conditions et que produisent ce qu'on appelle aujourd'hui les études migratoires. Qu'est-ce que ça veut dire s'intéresser aux questions migratoires depuis l'université aujourd'hui? À quoi on participe, justement? Ces sciences participatives, elles participent de quoi? Qui sont les participants et on participe à quoi? Voilà. Alors là, encore une fois, je n'ai pas prétention à généraliser beaucoup, mais à revenir sur un certain nombre d'expériences que j'ai vécues à plusieurs et qui ont été, je dois le dire, plutôt douloureuses, de me donner des intentions de transformation qui ont souvent connu des échecs, qui ont souvent été confrontées soit à des décisions de justice concernant des personnes en situation de migration qui sont venues confirmer le fait qu'elles devaient être expulsables, etc., à une institution universitaire qui a entendu un certain nombre de questions posées, mais qui finalement est aussi en partie soit démunie, soit à ne pas vouloir prendre un certain nombre de responsabilités autour de ces questions de nationalité, etc. Donc, je suis en plein questionnement sur à quoi servent les études migratoires et effectivement à quoi je participe en tant qu'enseignante-chercheuse sur ces questions. Et alors, pour recontextualiser un petit peu tout le contexte économique et juridique que vous avez évoqué à plusieurs reprises, est-ce que vous sauriez, là, à l'instant T, nous dresser un rapide portrait en fait, de ce qu'il existe et de ce qui est déjà en vigueur au niveau notamment des droits d'auteur et de la manière dont peuvent être reconnus ou non différents participants à une enquête et dans votre cas, du coup, des participants qui en plus sont étrangers? Alors, effectivement, quand on dit sciences participatives, un appel à projet du CNRS l'année dernière portait sur une variante sciences partagées. C'est aussi un adjectif qui commence à prendre en résonance. Donc, sciences participatives, sciences partagées. Bon. Participant, d'un point de vue juridique, ce n'est pas un statut. C'est un terme descriptif dont on ne sait pas très bien ce qu'il signifie. Et pourquoi pas, hein, de la même manière qu'enquêter n'est pas non plus un statut. C'est pas un métier ou c'est pas un statut comme pourrait vouloir dire fonctionnaire ou salarié. Participant, c'est un terme descriptif aussi potentiellement normatif. Et donc la question est de savoir que doit être un participant? Qu'est-ce que c'est un participant, une participante? Participer à quoi? Donc d'un point de vue juridique, ça pose question. Moi, je m'interroge sur ce que veut dire ce mot de participant et sa traduction institutionnelle et juridique. Dans un contexte où, à l'université, les recherches, mais aussi les conditions de travail, d'enseignement, de recherche, sont de plus en plus précarisées, où les contrats sont de plus en plus fragiles. Alors, ce terme de participant, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce contexte-là? Bon, alors, disons que quand on est chercheur à l'université et qu'on veut travailler avec des personnes qui ne sont pas chercheurs, qui n'ont pas ce statut, eh bien, il y a au moins 2 types de contrats. Il y a le contrat qu'on appelle de prestation de service, où les personnes avec lesquelles nous travaillons, qui ne sont pas chercheurs, sont considérées comme prestataires de services. Ils fournissent une facture. Et là, le ou la chercheur, l'institution universitaire, a le rôle de commanditaire. Donc, il y a une commande qui est donnée à un prestataire et ce prestataire doit répondre à la commande. Ce qui fait qu'il y a un rapport en droit que l'on nomme de louage d'ouvrage,
c'est-à-dire où il y a quand même un commanditaire qui est responsable et un prestataire qui répond à la commande. Il y a aussi un rapport là qui n'est pas tout à fait symétrique. Il y a une commande et puis une réponse à la commande. Et puis, il y a un autre type de contrat qui est ce qu'on appelle le contrat de collaboration de recherche, qui là ne met pas un rapport de commanditaire et de prestataire, mais de collaborateur, de collaboration, et qui permet des formes beaucoup plus précisément partagées, on pourrait dire, où la question n'est pas juste un commanditaire, un prestataire, mais où on peut mettre en place des formes beaucoup plus de réciprocité. Alors, ce contrat de collaboration de recherche, avec plusieurs personnes, où nous formions un ensemble de personnes qui se posaient des questions ensemble, qui travaillions des formes artistiques ensemble, des formes de questionnement aussi qui avaient des liens avec les sciences sociales, et nous nous appelions le bureau des dépositions, nous avons demandé à l'institution universitaire de signer un contrat de collaboration de recherche. Ce contrat de collaboration de recherche s'est très vite confronté au statut de nationalité ou de séjour des fameux collaborateurs ou participants. Et notamment parce que dans cet ensemble de personnes, un certain nombre demandaient l'asile ou étaient en demande de séjour. Et donc n'avaient pas de numéro de SIRET, n'avaient pas de numéro de sécurité sociale permanent, leur numéro de sécurité sociale commençait par 7 et pas par 1 ou 2, et qu'il y avait donc aussi des blocages administratifs, pas simplement légaux, mais aussi administratifs, dans la reconnaissance d'une collaboration de recherche avec des gens qui, par ailleurs, n'avaient pas le droit de séjour en France. Je rappelle que le contrat de collaboration de recherche, ça n'est pas un contrat qui est forcément un contrat d'embauche de travail. Il faut savoir que quelqu'un qui est sans papier en France n'a pas le droit de travailler. Le contrat de collaboration de recherche pourrait porter sur le partage de droits d'auteur. Le droit d'auteur ne relève pas du droit du travail. C'est-à-dire qu'un sans-papier ou une personne sans papier en France n'a pas le droit de travailler, ça c'est sûr, mais par contre, elle a le droit de toucher ses droits d'auteur sur une œuvre originale dont elle serait autrice ou co-autrice. Donc, ce contrat de collaboration de recherche pourrait être un outil intéressant qui viendrait reconnaître, au-delà d'une participation, une co-auctorialité et que les projets de recherche, les projets artistiques qui se font sur les questions de migration avec des personnes qui ne sont pas chercheurs mais qui ont évidemment des connaissances à apporter, des questionnements, ça pourrait donner un cadre. Bon, moi, dans les demandes que j'ai adressées à l'université ici à Grenoble d'un tel contrat, ces demandes, à ce jour, n'ont pas abouti. Ce qui m'a mis en difficulté, parce qu'en fait, je n'ai aucun cadre de reconnaissance juridique, mais aussi symbolique, à proposer aux personnes avec lesquelles je voudrais travailler ou avec lesquelles je voudrais co-œuvrer. Et donc, cette question de sciences participantes ou sciences participatives ou sciences partagées plutôt, eh bien, je suis confrontée à la question de leurs conditions de possibilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelles sont en fait les conditions de l'échange entre une personne comme moi, statutaire, chercheur, fonctionnaire, et puis des personnes qui n'ont pas le droit de séjour, en même temps qui sont complètement partie prenante et co-auteurs de formes à la fois de création artistique, de recherche, mais où il n'y a aucun cadre universitaire qui permette de simplement de dire qu'ils existent. Et donc, bien sûr, je peux signer mes articles de recherche ou des articles de recherche à plusieurs. Les personnes peuvent signer en leur nom, rien ne leur interdit. Mais d'un point de vue d'une reconnaissance institutionnelle de ces liens, qui par ailleurs participent de ce qu'on appelle, dans ce capitalisme cognitif, la valorisation du laboratoire, la valorisation d'un certain nombre, une ouverture et justement de sciences participatives, eh bien en fait, là, on est confronté à des vrais problèmes. Et ça pose la question aussi de la responsabilité des institutions universitaires qui nous incitent à faire ce qui s'appelle ces fameuses sciences participatives, mais dans quel cadre ? Quels sont les cadres qui permettent à des relations les moins asymétriques possibles d'exister ? Aujourd'hui, on peut dire que ces cadres ne sont pas absents. Le contrat de collaboration de recherche existe, mais il se confronte à la fois aux droits des étrangers particulièrement restrictifs. Il se confronte à un certain nombre d'obstacles, à la fois administratifs et aussi de volonté institutionnelle. Et donc, aujourd'hui, très concrètement, je ne souhaite plus, je ne peux plus m'engager dans des formes de relations qui me mettent
complètement en porte-à-faux et qui m'oblige finalement à incarner encore des rapports de pouvoir et asymétriques qui ne me conviennent plus. Donc j'ai beaucoup de difficultés à poursuivre mon travail dans ces conditions. J'ai une dernière question, moi, pour vous. C'est la question donc du cadre. Donc, j'ai bien compris que le cadre, pour l'instant, il n'était pas satisfaisant. Le cadre économique, le cadre politique, le cadre des conditions matérielles aussi. Est-ce que vous avez rêvé, commencé à écrire, on pourrait même parler d'une charte, du cadre, de quelles relations, de quel contexte et de ces conditions de cet avec dans les sciences partagées, les sciences participatives, peu importe le nom qu'on lui donne, mais est-ce que vous avez une espèce de petits rêves de ces conditions? Très sincèrement, je ne m'autorise pas beaucoup à rêver parce que j'essaye aussi d'être pragmatique et de prendre acte de ce qui est déjà là. Et c'est déjà pas facile de comprendre dans quelles conditions j'exerce mon métier. Parce qu'en fait, il y a tout un tas de règles, etc., qui existent et qui en même temps, pour certaines, sont appliquées, d'autres moins, etc. Je voudrais juste revenir sur quelque chose que je n'ai pas dit parce que on pourrait m'objecter d'ailleurs que finalement, il existe des outils. Et je le dis, je l'ai dit, le contrat de collaboration de recherche existe. Il existe aussi autre chose dont je n'ai pas encore parlé, qui est le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui est aussi une manière de reconnaître un certain nombre à la fois de droits et de conditions de possibilité. Sauf que la question, c'est moins l'existence de ces outils que leur application possible. Et notamment le RGPD, on le sait, et des recherches de collègues le disent, c'est moins une forme de responsabilité des institutions de recherche qu'une manière de se déresponsabiliser et de permettre aux institutions de ne pas s'exposer à des procès, etc. Moi, la question, c'est en fait quelle responsabilité politique, éthique, exercer de la part d'une institution publique universitaire en relation avec les questions de recherche qui sont menées. Et là, je crois que ça ne se pose pas qu'en termes de droit, ça ne se pose pas qu'en termes... C'est aussi toute la division du travail intellectuel, non intellectuel qui est en jeu. Et donc, je ne sais pas bien vers quoi aller. Je suis beaucoup échaudée par un certain nombre de difficultés que j'ai vécues. Et aujourd'hui, je pourrais dire que c'est dans les salles de cours que je sens non pas des solutions ou que sais-je, mais un endroit où transmettre un certain nombre de questions. Et donc, rester proche de ce qui pourrait être une forme d'inquiétude et de transmettre cette inquiétude pour ne pas se satisfaire de mots comme participation, comme partager, qui, encore une fois, sont à la fois, ont l'avantage de mettre au goût du jour un certain nombre de questions qui n'apportent pas de réponse satisfaisante. Merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec nous pour cet épisode de la saison 4 de Impact. Merci à vous. Merci. Impact saison 4, épisode 5, c'est terminé pour aujourd'hui. On espère que l'échange vous a plu et dans tous les cas, on vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec Thierry Delpech. Il a mené un projet sur les violences conjugales à travers l'Europe. Ce sera pour nous l'occasion de nous poser la question des sciences participatives à un niveau européen. À très vite dans Impact, le podcast pour comprendre les sciences sociales.